On va parler des enjeux de cette rentrée politique du RN avec nos invités. Bonjour à vous, William Tay. Bonjour. Merci d'être avec nous, politologue et président du think tank Le Millénaire. À côté de vous se trouve Bélir Nabli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et professeur des universités en droit public. On va d'abord, si vous le voulez bien, aller du côté de l'Assemblée nationale, voir comment ça se passe. Depuis le début de la journée, on va retrouver notre journaliste Majid Kiat qui nous explique comment se sont déroulées ces premières heures de réunion du parti Rassemblement national et quels sont les enjeux de cette journée. Changement, volonté de réorganisation, ce sont les mots utilisés par certains cadres du Rassemblement national lors de cette rentrée parlementaire parce que la défaite lors des élections législatives de juillet dernier est en partie justifiée selon eux par des candidats à problème dans certaines circonscriptions ou encore des brebis galeuses, c'est le terme utilisé par certains cadres. Et donc cette réorganisation va prendre forme lors du Conseil national élargi qui aura lieu demain avec des annonces qui devraient être faites. Parmi les mesures qui devraient être annoncées, la création d'un poste, le délégué régional qui fera le lien entre l'échelon local et l'échelon national pour moins de verticalité. Il y aura également de nouvelles formations qui vont être mises en œuvre dans les prochains mois pour former les futurs cadres du RN, notamment en ce qui concerne la prise de parole face aux médias. Ça avait posé problème pour certains candidats lors des élections législatives. Et puis cette rentrée parlementaire, c'est aussi l'occasion pour le Rassemblement national de parler stratégie pour Marine Le Pen, Jordan Bardella, avec autour d'eux les 126 députés du Rassemblement national. Jordan Bardella l'a redit ce matin, le Premier ministre Michel Barnier est, je cite, sous surveillance démocratique, surveillance et aussi sous la menace d'une censure du Rassemblement national qui est le plus gros groupe ici à l'Assemblée nationale. Et puis préparation aussi à l'avenir, à l'année prochaine. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marine Le Pen, la chef de file des députés Rassemblement national. Espérons que cette mandature soit la plus courte possible. La Constitution interdit, sauf peut-être nouvelle élection présidentielle, de dissoudre avant 1 an. Il reste 10 mois et moi je suis convaincu qu'il y aura, à l'issue de ces 10 mois, au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives. Et encore une fois, je les appelle de mes vœux. On va revenir ensemble à présent sur tout ce que notre reporter Majid Kiat nous a dit depuis l'Assemblée nationale. Et j'aimerais revenir avec vous, William Tay, d'abord sur ces mots de Marine Le Pen qui s'est exprimée en milieu de journée. Ici, clairement, le Rassemblement national affiche son souhait déjà de se projeter à 2025 et la dissolution. Pour eux, c'est ça le calendrier. Oui, très clairement, ils ont dit on avait un doute sur la stratégie de Marine Le Pen depuis la défaite aux élections législatives parce qu'ils prévoyaient d'avoir une majorité soit absolue, soit relative. Et finalement, ils arrivent en troisième gros bloc derrière le nouveau Front populaire et derrière la majorité présidentielle. Donc, ils doivent définir une nouvelle stratégie pour savoir quel va être l'objectif de conquérir le pouvoir. L'objectif de Marine Le Pen, c'est de prendre l'Élysée, soit en 2027, soit avant, si par cas le président de la République remettait son mandat en jeu par une démission ou par une éventuelle destitution qui apparaît improbable à l'heure actuelle. Donc, comment faire pour pouvoir élargir le socle du Rassemblement national ? Il faut analyser la défaite. Et ce qu'elle dit à peu près, c'est qu'en fait, le problème et le cœur du sujet sur pourquoi le Front républicain était beaucoup plus puissant que prévu alors qu'on le disait moribond et faible, c'est en raison des attitudes de certains candidats qui apparaissaient comme avoir des propos racistes, Et on va y antisémites, revenir dans etc. quelques minutes. Donc, qui ont alimenté en fait un vote de gauche vers les macronistes et un vote macroniste en faveur des candidats de gauche lors des seconds tours. Le deuxième paramètre qu'elle voit, c'est que l'organisation de son parti apparaît comme trop faible et mal préparée pour pouvoir faire face à une échéance aussi importante, donc préparer les élections d'ici 1 an. Le troisième paramètre que je vois, par contre, qu'elle ne parle pas, c'est de la compétence de ces candidats et même du principal concerné qui était à l'époque Jordan Bardella, qui apparaissait, je pense, comme trop tendre, notamment sur une grande partie des sujets, notamment en raison de son âge. Est-ce qu'il pouvait gouverner l'État à 28-29 ans ? Est-ce qu'il apparaissait comme crédible sur les sujets économiques, etc. Et je pense que ça a motivé une grande partie des électeurs à faire front républicain pour faire barrage au second tour contre les candidats du Rassemblement national. Bélir Nabli, vous partagez cette analyse ? Disons que pour le Rassemblement national, il y a une situation paradoxale, contrastée, qui suppose de prendre du recul. Il y a eu d'abord une défaite. C'est ce qu'ils essaient de faire ce week-end, justement. Exactement. Il y a eu une défaite aux législatives, mais suivie par une séquence qu'on vit encore, dans laquelle, finalement, ils sont dans une position confortable. Ils ont le groupe parlementaire le plus fort à l'Assemblée nationale. Le président de la République les a placés d'une certaine manière au cœur du jeu politique qui s'est ouvert, dans la mesure où finalement
il les a même institutionnalisés, normalisés. On sait que Marine Le Pen a été consultée avant la nomination du Premier ministre Michel Barnier. Il y a également, à travers cette séquence, aussi du temps qui est gagné pour, précisément, renforcer la crédibilité politique du Rassemblement national, dans la mesure où eux-mêmes reconnaissent que finalement, d'une certaine manière, ils n'étaient pas encore prêts à exercer le pouvoir en juin-juillet dernier. Donc tout cela pour dire que la séquence place le Rassemblement national vraiment dans une situation confortable, où ils sont à la fois au cœur du jeu politique, où le gouvernement à venir sera sous leur surveillance, pour reprendre l'expression consacrée désormais, et en même temps, ils ont du temps pour se préparer à une arrivée éventuelle au pouvoir. On va accueillir ensemble notre troisième invité qui vient juste de nous rejoindre. Bonjour à vous, Michel Noblecourt. Vous êtes journaliste au Monde. On était en train de débriefer cette première prise de parole de Marine Le Pen cet après-midi qui nous expliquait que finalement l'objectif pour le Rassemblement national, c'était déjà 2025. C'est ça, la date un petit peu qui est fixée par le parti d'extrême droite et qui va mobiliser toutes les forces du parti. Comment est-ce que vous analysez cette stratégie qui est développée par le RN ? Il faut que le RN réussisse l'essai avant de le transformer. Donc là, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il est plutôt le maître des horloges. C'est plus le RN qui est maître des horloges que le président de la République, avec la décision assez désastreuse qu'il avait prise de dissoudre. Donc effectivement, il pourra dissoudre de nouveau en juin 2025. En même temps, ce n'est pas Marine Le Pen qui décide de la dissolution. Elle n'est pas présidente de la République. Oui, pour l'instant, ça reste hypothétique. Jordan Bardella n'est pas Premier ministre. Ils ne sont pas au pouvoir, même si, effectivement, ils ont mis le Premier ministre qui vient d'être nommé sous surveillance. Et donc, ils peuvent décider à tout moment de mettre fin à son contrat. Il a un contrat à durée déterminée, bien sûr, comme tous les Premiers ministres de la Ve République. Mais c'est un peu le Rassemblement national qui peut décider de la fin du contrat de Michel Barnier en votant une censure qui devrait être nécessairement accompagnée du vote du nouveau Front populaire, parce que sinon le Rassemblement national, lui tout seul, ne peut pas renverser le gouvernement. On va revenir, si vous le voulez bien, sur le grand ménage qui a déjà démarré en début de semaine, qui se poursuit ce week-end, pour évincer, pour écarter certains profils de députés RN qui ont été jugés problématiques. On va regarder ce reportage qui est signé Caroline Motte et on en débat en plateau juste après. Au Rassemblement national, l'heure de la rentrée a sonné. Celle d'enterrer les mauvais souvenirs des élections législatives aussi. Des candidats accusés d'antisémitisme ou de racisme, d'autres sous curatelle ou encore introuvables dans leur circonscription. Le parti n'en veut plus et Jordan Bardella s'était d'ailleurs engagé à serrer la vis. Quand j'ai une brebis galeuse dans mon parti politique, je l'exclus. Alors qu'en est-il vraiment ? Une commission des conflits s'est réunie pour sceller le sort d'une trentaine de militants. Parmi eux, ce député de Lyon, Daniel Grenon, réélu sous les couleurs du RN. En juillet dernier, il tenait ses propos lors d'un débat. Il y a des gens qui sont maghrébins qui sont rentrés au pouvoir, en ministre, etc. Je sens que moi, ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Aujourd'hui, il siège comme non inscrit à l'Assemblée nationale. Nous l'avons contacté. J'attends la décision. S'il décide de me rejeter, il me rejette. Ça ne m'empêchera pas de continuer mon chemin. En revanche, cet autre député, Roger Chudeau, n'a pas été convoqué malgré son dérapage sur les binationaux en juin dernier. Chargé d'un audit des fédérations, ce cadre du parti tente aujourd'hui de justifier. Il y a des degrés, en fait. Roger Chudeau a exprimé une position avec il s'est trompé sur le programme. Donc il a fait une erreur qu'il a lui-même reconnue d'ailleurs. Encore plus surprenant, parmi les membres de cette commission des conflits, on trouve Frédéric Boccaletti, un député condamné pour violence avec armes et ancien patron d'une librairie négationniste. Contacté, le parti n'a pas souhaité faire de commentaires. Dimanche, Jordan Bardella annoncera officiellement des changements pour restructurer le parti, avec l'ambition cette fois d'être vraiment irréprochable.
William Tay, si on résume aujourd'hui les enjeux auxquels vont être confrontés le Rassemblement national dans les prochaines semaines, puis finalement l'enjeu principal auquel il est confronté là tout de suite, ce sont ces brebis galeuses, comme les a appelées Jordan Bardella il y a déjà quelques semaines. Ici, c'est quoi l'objectif? On fait un grand nettoyage pour repartir sur de bonnes bases? Même c'est que depuis que Marine Le Pen est devenue présidente du Rassemblement national, à l'époque Front National devenu Rassemblement national en 2011, elle a cherché à tourner la page de l'héritage de son père, de Jean-Marie Le Pen, donc entamer ce qu'on appelle la stratégie de dédiabolisation, à l'époque entamée par un ancien numéro 2, Florian Philippot, et poursuivie maintenant avec Jordan Bardella. L'objectif, c'est de dire le Rassemblement national n'est plus le Front national, c'est plus celui de Jean-Marie Le Pen. C'est un parti comme ce qu'on rencontre en Europe, de droite nationale, conservatrice, et plus un parti d'extrême droite. Donc pour ça, il faut purger tous les liens historiques qui ont pu lier à la fondation de ce parti. Premier point, vous éliminez toutes les personnes qui ont des liens antisémites, racistes, etc. On estime que c'est entre 25 et 30% des délégués départementaux du mouvement qui pourraient être remplacés. C'est beaucoup. Ouais, c'est énorme, mais je pense que pour différentes raisons, on arrive à 30%. Je pense que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont réussi à bien nettoyer les figures nationales. C'est comme si, à peu près, vous vendez un fonds de commerce, vous faisiez un ravalement de façade, mais que le fonds de commerce restait mauvais à l'intérieur. Ils n'ont pas réussi complètement à tout nettoyer. Le deuxième point, c'est que le plan, ce qui appelait le plan Matignon, mené à l'époque par l'ancien directeur général Gilles Penel, n'a pas réussi à être mis en place dans la mesure où il y avait beaucoup de candidats qui étaient finalement très mauvais, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et donc, si par cas, elle veut poursuivre sa stratégie de normalisation, elle a besoin de tout clean, de tout nettoyer, pour pouvoir arriver et montrer aux Français, regardez, nous ne sommes plus le Front National de l'époque. Parce que tout simplement, c'est une question de confiance à l'élection. Qui dit que si elle souhaite véritablement entamer ce qu'on appelle la dédiabolisation et la normalisation, qu'une fois au pouvoir, elle ne mènera pas une politique qui est contraire à ce qu'elle a dit. Surtout qu'en fait, on a vu globalement, et les Français l'ont vu, que beaucoup de politiques ont été élus sur des promesses et finalement, ils ont fait un peu l'inverse de ce pourquoi ils avaient été élus. Donc je pense qu'elle a besoin de montrer aux électeurs et aux Français qu'il ne faut pas avoir peur du Rassemblement national, que ce soit à la tête d'affiche ou que ce soit au niveau des fédérations départementales, il faut tout nettoyer. Et l'autre point qu'elle a aussi, c'est surtout un problème de compétences, c'est-à-dire qu'on a vu aussi beaucoup de candidats qui ne savaient pas s'exprimer, qui ne connaissaient pas les sujets et qui ne connaissaient pas le programme du Rassemblement national, qui n'étaient pas capables de pouvoir l'expliquer. Michel Noblecourt, dans le reportage, on a également entendu un cadre du RN dire qu'il y avait des degrés et que finalement, certains dérapages seraient moins importants que d'autres, ce qui justifierait que certains candidats ont été écartés, mais pas tous. Est-ce que c'est un argument entendable? Comment est-ce qu'on explique cette logique du RN? J'ai du mal à entendre l'argument, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus ou moins raciste. On est raciste ou on ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de degré de ce point de vue-là, y compris pour les autres. Pourtant, visiblement, le RN fait des degrés, vu qu'ils l'ont annoncé dans ce reportage. Oui, ils font des degrés, mais enfin bon, ce que ça montre, cette affaire, c'est que, contrairement à ce qui avait été dit, notamment à travers du plan Matignon, le RN n'était pas prêt. Donc, ils n'avaient pas fait ils auraient dû faire ce nettoyage, entre guillemets, avant, pour éliminer effectivement les brebis galeuses. Tous ceux qui étaient... Ils savaient, les délégués régionaux connaissaient les candidats, ils savaient très bien, ils connaissaient leur profil. Enfin, on peut l'imaginer quand même. Au contraire, moi je me dis, on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient vraiment au courant? Est-ce que s'ils avaient été au courant, ils n'auraient pas fait le nécessaire avant d'en arriver à cette situation? Écoutez, si ce n'était pas au courant, c'était préoccupant pour l'état de ce parti. Moi, ce que j'aurais ajouté, c'est que l'opération dédiabolisation, c'est une opération qui vise à faire entrer le Rassemblement national dans la normalité. Un parti comme les autres, un parti de gouvernement. Mais il faut gratter derrière la façade. Et si on regarde derrière la façade, les fondamentaux, qui étaient les fondamentaux du Front national, n'ont pas changé. Alors maintenant, on ne dit plus la préférence nationale, on dit la priorité nationale. C'est toujours... non conforme à la Constitution. Bélir Nabli, sur cette quête de respectabilité du RN? Cette quête de respectabilité, elle s'inscrit dans l'objectif d'accéder au pouvoir, d'abord et avant tout. Ensuite, effectivement, le travail ou l'objectif consistant à vouloir éliminer les brebis galeuses, elle s'inscrit aussi dans un processus de normalisation. Sauf que, premièrement, lorsque notamment le Rassemblement national conteste le label, l'étiquette, l'identité d'extrême droite qui lui est accolée précisément, notamment en saisissant le Conseil d'État pour remettre en cause cette identité politique-là, eh bien, finalement, cette étiquette, cette identité a été confirmée par le Conseil d'État, qui a bel et bien confirmé l'appartenance du Rassemblement national à l'extrême droite. Ce qui vient conforter également l'enseignement, ou en tout cas les travaux des historiens et des politistes qui travaillent sur cette question. Le Rassemblement national demeure
un parti d'extrême droite au regard de ce que cela signifie du point de vue idéologique en France et à l'échelle européenne. Après, vous avez un paradoxe. Le paradoxe, c'est que, en dépit des dérapages que peuvent réaliser certains représentants du Rassemblement national, vous avez une réussite, un succès de cette stratégie de normalisation. D'ailleurs, la montée en puissance électorale du Rassemblement national traduit finalement cette réussite-là. Ça veut dire que même malgré la présence de brebis galeuses, le parti d'extrême droite finalement a réussi son coup. On peut dire qu'il est plutôt vainqueur. Incontestablement. Je veux dire par là qu'au-delà de la défaite aux législatives et au-delà des quelques candidats qui se sont fait remarquer, en réalité, si on prend du recul, cette stratégie a réussi. Il suffit de voir la progression du Rassemblement national et de Marine Le Pen elle-même en tant que candidate à la dernière élection présidentielle pour attester de cette réussite-là. Et puis je dirais, au-delà des résultats et des chiffres, vous avez une normalisation tout simplement de l'agenda programmatique du Rassemblement national, du champ lexical, des mots issus de l'extrême droite française, du Front national et du Rassemblement national aujourd'hui, des mots qui ont été banalisés dans la bouche de nombre de responsables politiques et dans le débat public en général, y compris dans le paysage médiatique. Et là, vous avez incontestablement une victoire du Rassemblement national et une normalisation du Rassemblement national dès lors qu'on retrouve consacré dans le débat public finalement ce triptyque autorité, sécurité, identité qui s'est de facto substitué à la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. On a bien compris ici que ce parti d'extrême droite cherche la respectabilité, cherche la normalisation. On le sait déjà depuis quelques années. Marine Le Pen, on va l'écouter. Elle s'est exprimée il y a quelques heures dans le cadre de ces journées parlementaires. Pour elle, la situation politique actuelle ne peut pas tenir et elle s'insurge que les membres de son parti soient traités comme des parias. Je vais vous dire, aucun Premier ministre ne nous irait à part Jordan Bardella. Donc au moins les choses étaient claires dès le départ. Je veux dire, rien ne nous va. Mais en l'espèce, il y a 11 millions d'électeurs qui n'ont aucune raison de se faire traiter comme des parias, comme des pouilleux, comme des pestiférés. Aucune raison. Et nous devions donc de réinviter le respect, parce que sans respect, il n'y a pas non plus de démocratie. On peut parler justement des mots forts, de l'emploi de certains mots. Ici, c'est particulièrement le cas quand même avec cette déclaration de Marine Le Pen. Michel Noblecourt, comment est-ce que vous l'analysez? Ici, Marine Le Pen, elle essaie de montrer qu'il y a un vrai gap entre les élections et la situation politique actuelle, avec un RN qui, malgré tout, est, on l'a beaucoup dit, faiseur de roi. Marine Le Pen qui estime qu'elle est traitée, elle et les autres membres de son parti, comme des parias. Les mots sont forts. Est-ce qu'elle est dans le vrai ou est-ce qu'elle en rajoute un petit peu? Je pense qu'elle en rajoute un petit peu. Dans les parias, le mot est un peu excessif. Ce qui est vrai, c'est que le Rassemblement national a été exclu des responsabilités à l'Assemblée nationale. Donc factuellement, c'est vrai. Donc actuellement, c'est vrai. Donc effectivement, et ça provoquait un débat. Ça provoquait un débat au sein du groupe de l'ancienne majorité, puisque certains, dont la présidente réélue de l'Assemblée nationale, étaient favorables à ce que le RN ait des postes dans le bureau, des postes y compris de questeur ou de vice-président. Après, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il ne faut pas négliger le fait que le Rassemblement national a progressé, c'est incontestable, qu'il y a 11 millions d'électeurs, c'est considérable, c'est absolument considérable. Si on se souvient du score qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en 2002, quand il a été propulsé au deuxième tour de l'élection présidentielle, à un moment où personne n'imaginait qu'il puisse gagner l'élection. Mais en même temps, l'objectif des élections législatives était de porter Jordan Bardella à Matignon. Les affiches étaient Jordan Bardella, et là-dessus, il a échoué. Il y a quand même un échec. Il y a une victoire d'un côté parce qu'il a progressé, mais l'échec de son objectif est patent, il est réel. Jordan Bardella, ils espéraient avoir la majorité absolue ou au moins une majorité relative. Et ils sont très loin même de la majorité relative dans la situation actuelle de l'Assemblée.
Vous parliez à l'instant des électeurs du Rassemblement national qui ont porté le parti d'extrême droite aux dernières élections. J'aimerais qu'on s'y arrête un instant, puisque tout à l'heure, on avait un invité sur ce plateau, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut du sondage Harris Interactive, qui nous expliquait que de plus en plus d'électeurs du Rassemblement national votaient désormais par adhésion aux idées du parti, plutôt que comme un vote sanction. On va le réécouter. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a tendance à s'accélérer. C'est quelque chose qui a tendance à s'accélérer, où on voit que globalement, les électorats, lorsqu'ils disent en fait ce qu'ont été leurs motivations de vote, c'est qu'ils disent que beaucoup plus que pour les autres formations politiques, qu'ils souhaitent que le Rassemblement national arrive au pouvoir, beaucoup plus que les autres formations politiques qu'ils ont voté non pas par défaut mais par adhésion. Et qui plus est, on le voit avec des taux de reconduction ou de fidélité qui sont manifestement plus importants pour le Rassemblement national que pour les autres forces politiques. À titre d'exemple, vous avez 90% des électeurs qui ont voté RN aux élections européennes et qui ont renouvelé leur vote dans le cadre des élections législatives. C'est un score qui n'est atteint par aucune autre force politique dans le cadre de ces dernières élections législatives. Ce qui veut dire qu'on ne parle plus aujourd'hui de vote sanction comme on avait l'habitude au cours des dernières élections. Qu'est-ce qui a changé ? Il y a les deux. Il y a et un vote de critique et un vote sanction et une aspiration très forte au changement. Et puis également une modification du rapport au Rassemblement national qui s'est quelque peu recentré entre guillemets, qui apparaît comme étant un peu moins angoissant pour les autres personnes qui ne votent pas forcément pour le RN et qui plus est, qui arrive à parler de sujets qui sont relativement consensuels à l'heure actuelle. On peut penser à la question du pouvoir d'achat, on peut penser également à des thématiques comme par exemple la sécurité, et même si la question de l'immigration clive quelque peu, elle clive beaucoup moins qu'il y a encore quelques années. Donc il y a une évolution du discours, une évolution des propositions et une évolution du positionnement du Rassemblement national. Justement, vous parlez des thématiques qui rencontrent un certain succès auprès des électeurs RN. On va voir apparaître à l'écran ce graphique sur lequel on voit clairement que la thématique de l'immigration, vous en parliez à l'instant, est celle qui résonne le plus chez ces électeurs, avec 69% des électeurs qui disent avoir une motivation particulière pour cette thématique, suivie du pouvoir d'achat et de la sécurité des personnes et des biens en troisième position. Ce qui veut dire qu'on sent cette appétence pour des thématiques qui sont historiquement affiliés au RN et qui rencontrent de plus en plus de succès aujourd'hui auprès de l'électorat français. Oui, même si il y a encore quelques années, parler de pouvoir d'achat pour le Rassemblement national, c'était pas forcément ce qui faisait entièrement sens. En tout cas, c'était pas la première force politique vers laquelle on était amené à se tourner. Et là, beaucoup plus que par le passé, on considère que oui, notamment parce que Marine Le Pen a pris position sur la thématique du pouvoir d'achat dès 6 mois avant la dernière élection présidentielle. Et puis, on voit en parallèle, comme le montrait le graphique, qu'il y a de plus en plus, pas uniquement auprès des électeurs du Rassemblement national, mais également auprès des Français, des préoccupations en matière d'immigration et en matière de sécurité. Et on sait que sur ces deux thèmes-là, il s'agit des thèmes les plus anciens portés par le Rassemblement national, et ce sur quoi il apparaît, aux yeux d'une majorité de Français, comme étant le plus à même à pouvoir répondre à ces aspirations ou à ces interrogations. William Thès, ce vote d'adhésion au Rassemblement national qui augmente fortement année après année, c'est quelque chose que vous avez constaté vous aussi ? Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que Marine Le Pen a changé de ligne politique par rapport à son père. Il y a ce qu'on appelle un RN du Nord et un RN du Sud. Le RN du Sud est porté sur des dynamiques classiques qui étaient les fondamentaux du parti, c'est-à-dire sécurité, immigration. C'est un vote qui est concentré dessus et donc qui a une confusion entre les électeurs de droite et les électeurs du Rassemblement national. Elle a fait des grandes progressions parce que les électeurs de droite, dans le PACA, dans le Midi, etc., ont basculé Rassemblement national parce qu'ils trouvaient le RPR, et elle est devenue MP puis après LR, trop faible sur ces questions et pas assez dynamique. Ensuite, après, elle est partie conquérir un autre électorat, qui est le RN du Nord. Elle a récupéré en fait l'ancien électorat du Parti communiste, plutôt ouvrier et ce qu'on appelle les classes moyennes paupérisées, dans le Nord et dans le Grand Est. En fait, c'est à peu près ça, le bassin du vote du Rassemblement national, jusqu'à à peu près 2022. Ensuite, depuis le second tour de l'élection présidentielle, auquel elle a quand même récolté 42%, beaucoup de Français, notamment à peu près une dizaine de pourcents des Français, ont voté Rassemblement national de plus qu'en 2017. Et comme ils ont voté Rassemblement national, en fait, ils n'ont plus la barrière psychologique qui est de voter Rassemblement national. Donc maintenant, elle a un potentiel électoral compris entre 35 et 42%. Pourquoi est-ce qu'elle a un potentiel à peu près comme ça ? Je pense que le septennat d'Emmanuel Macron a demandé une crispation sur les questions d'ordre donc tous ceux qui voulaient plus d'ordre se sont tournés vers le Rassemblement national. Il y a une deuxième crispation qui a été portée dernièrement sur la réforme des retraites. Et toutes les personnes qui votaient pour les questions sociales
se sont davantage tournés vers le Rassemblement national, notamment ce qu'on appelle la classe ouvrière, la classe blanche moyenne qui a été paupérisée. Ça a été alimenté également par les problèmes d'inflation, auquel pour la première fois, et ce n'était pas le cas notamment en 2008, le pouvoir d'achat réel des Français a baissé en raison du fait que comme l'inflation a été plus élevée, en fait le pouvoir d'achat réel des Français a été comprimé. Ça, c'est à peu près le deuxième bloc. Le troisième bloc maintenant, sur lequel pourquoi elle fait 35-37% aux dernières élections législatives et pourquoi maintenant dans les sondages à peu près à ce niveau-là, c'est la déception qui était liée à Emmanuel Macron. En fait, il y a beaucoup d'électeurs qu'on a vus macronistes qui se sont tournés vers le Rassemblement national. Et donc l'électorat que je vous ai écrit dernièrement, plutôt du Sud, plutôt du Nord, donc plutôt ouvrier, plutôt retraité et plutôt de classe moyenne, s'est rajouté un nouvel électorat qui est CSP+, qui est davantage retraité et qui est davantage porté sur les questions économiques. Donc, d'où le recentrage de Marine Le Pen sur la normalisation, la dédiabolisation, plus un recentrage sur les questions économiques qui fait que maintenant, elle a un potentiel électoral qui est de plus en plus large et de plus en plus varié. Maintenant, il y a toujours des limites. Le premier problème, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à dépasser ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire qu'importe la stratégie de dédiabolisation, le Front républicain s'est toujours maintenu et s'est exprimé largement lors des dernières élections législatives. Le deuxième point, c'est la crédibilité sur les différentes questions. Sur la question de la dette, sur les questions économiques, qui font toujours peur à certains électorats qui préfèrent toujours Emmanuel Macron ou les partis de droite traditionnels au Rassemblement national. Le dernier point, c'est tout ce qui est les questions de racisme, les portées d'atteinte sur la démocratie, etc., qui font toujours barrage et qui bloquent toujours le fait que Marine Le Pen puisse un jour dépasser le plafond de verre. Et pour dépasser ce plafond de verre, ce Rassemblement national veut mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire. On apprend à l'instant que Jordan Bardella a annoncé qu'une réorganisation du parti serait annoncée demain, dimanche. Alors, beaucoup de questions, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre tout de suite. C'est peut-être encore un peu tôt, Bélir Nabli, mais cette réorganisation du parti, en quoi est-ce qu'elle peut consister ? Franchement, c'est un parti qui se réorganise assez régulièrement. Et donc, il y a une part d'affichage, je pense, affichage politique, d'abord pour attester le fait que le parti tire certaines conclusions de l'échec électoral de juin dernier. Donc, c'est un message qui se veut de responsabilité et donc tendant à crédibiliser le parti. Mais ce qui est important, c'est que du point de vue programmatique, il n'y a aucune réorganisation, il n'y a pas de remise en cause. C'est plutôt sur la forme plutôt que sur le fond, c'est ça ? Oui, et en plus, ça ne concernera pas les figures de proue du parti. Ceux qui sont apparus, qui parlent au nom du parti, les porte-paroles, les grandes figures du parti Rassemblement national ne sont pas menacés par la réorganisation a priori. C'est, à mon avis, des cadres donc, qui peuvent peser, mais qu'on ne connaît pas sur la scène politique. Et puis, par ailleurs, je voudrais ajouter, par rapport à la dynamique du Rassemblement national, un élément relativement nouveau par rapport, pour ces dernières années, du point de vue de ces dernières années, c'est aussi le phénomène Zemmour. Il y a un nouveau parti d'extrême droite dans ce paysage politique français, qu'il ne faut pas sous-estimer en dépit de l'échec auquel lui-même est confronté, mais il existe et il a notamment pour, avantage pour le Rassemblement national, d'abord de le recentraliser d'une certaine manière, et si j'ose dire, parce que Reconquête est encore plus à l'extrême droite, et deuxièmement, de créer une forme de poche électorale qui pourrait servir pour un second tour, précisément à la présidentielle, avec en plus un corps électoral du côté de Reconquête qui est différent, dans la mesure où il est essentiellement composé composé de CSP+, de cadres supérieurs et d'électeurs qui se présentent comme étant plus exigeants du point de vue culturel ou intellectuel. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tout cela participe à une extension, à un élargissement finalement de l'assise électorale et politique de l'extrême droite en France, et c'est ça qui est important. Michel Noblecourt, une réaction à cette annonce donc, de Jordan Bardella qui souhaite réorganiser le parti. On sait déjà que l'un des objectifs, c'est notamment de renforcer le poids des élus locaux. Ça veut dire que c'était une lacune jusque-là et qu'ils essaient désormais de fonctionner d'une autre façon dans l'objectif peut-être d'être plus présent, plus à l'écoute et plus proche de l'électorat français ? Probablement, on va voir, il faut attendre ce que va donner effectivement la réorganisation annoncée, puisqu'il y en a déjà eu plusieurs, et donc pour l'instant, ça a surtout consisté à nettoyer la vitrine, donc regarder ce qui se passe derrière. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le RN.
du Sud et le RN du Nord. Parce qu'il y a un point qui m'a frappé. Moi, j'ai étudié récemment, assez longuement, la progression du vote RN chez les sympathisants des syndicats. Et c'est un point très important et très intéressant parce que le RN, effectivement, est le premier parti dans le monde ouvrier. Les ouvriers placent en tête le RN. Et chez les sympathisants syndicaux, eh bien, ils n'arrêtent pas de progresser à chaque élection. À chaque État, ils progressent. Et on voit de plus en plus, alors ça reste encore minoritaire, bien sûr, mais on voit de plus en plus de sympathisants syndicaux, compris à la CGT ou à Force ouvrière, qui votent pour le RN. Et ça tient aussi au fait que ça fait déjà, pour ça que je rejoins le RN du Nord, ça fait déjà à peu près, je dirais, une dizaine d'années que le RN s'est emparé des questions sociales, au point de copier des revendications syndicales. Alors que le RN est fondamentalement contre les syndicats. Et parce qu'ils savent que potentiellement ça peut toucher les électeurs. Bien sûr. Et donc, ils en sont arrivés à copier. Et donc, on l'a bien vu, à copier des revendications syndicales. Vous avez des exemples ? Par exemple, sur les questions du pouvoir d'achat, ou bien sur la question de la réforme des retraites. Au point qu'à un moment, effectivement, le RN, alors maintenant, on ne sait plus très bien où il en est de ce point de vue-là, était pour le retour à la retraite à 60 ans. Donc, ils sont vraiment... c'est une stratégie qu'ils ont tentée et qui a eu un certain succès, il faut le reconnaître, et je pense que ça a joué, effectivement, dans la progression électorale du RN. Justement, vous parlez des retraites, on y vient, puisque ça fait partie des dossiers chauds de cette rentrée politique. Et on va écouter une réaction du député RN du Loiret, Thomas Ménager, qui s'est exprimé dans la journée et qui rappelle que le Rassemblement national est favorable à l'abrogation de cette réforme des retraites. Le texte que nous avons déposé n'est absolument pas en contradiction avec ce que porte et souhaite le nouveau Front populaire et ce que souhaitent et ce que portaient même des députés de l'ancienne majorité, des députés du MoDem, puisqu'il revient à la situation antérieure par rapport à l'âge de départ à 62 ans. Et donc aujourd'hui, sur le papier, il y a un consensus, et aussi dans le pays, sur le projet que nous allons déposer, et nous espérons que tous les députés sortiront enfin des postures, du sectarisme, et ne penseront qu'à une chose, l'intérêt des Français qui attendent de pouvoir partir à un âge décent, en bonne santé, à la retraite. Bélir Nabli, on l'entend bien ici, l'une des priorités du Rassemblement national pour cette rentrée politique, c'est notamment cette abrogation de la réforme des retraites. C'est là-dessus qu'ils vont appuyer particulièrement au cours des semaines à venir. Alors, c'est vraiment une question emblématique et très importante du point de vue stratégique, parce que vous avez raison de rappeler qu'effectivement, l'un des éléments essentiels de la stratégie du Rassemblement national ces dernières années, c'est de se socialiser, j'allais dire, au sens où il y a une transposition d'éléments programmatiques traditionnellement de gauche qui se retrouvent au cœur du programme du Rassemblement national. Mais ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au moment où l'hypothèse d'une victoire du Rassemblement national législatif commençait à se dessiner, il y a eu des rencontres, un rapprochement avec le MEDEF, avec le patronat, pour essayer d'apporter quelques gages. Ça s'est traduit très clairement par une série de reculades et d'ambiguïtés que vous avez rappelées sur la position officielle du Rassemblement national par rapport au volet social de son programme. Ce qui pose comme question de savoir s'il n'y a pas deux programmes du Rassemblement national, celui pour accéder au pouvoir et celui en cas d'exercice du pouvoir. Et là, effectivement, il y a une vraie question, dans la mesure où, précisément, historiquement, le Rassemblement national est né, eu égard à ce qu'était le Front national également, un parti libéral, proche du patronat, en tout cas des positions du patronat. Donc, il y a une véritable ambiguïté stratégique, si j'ose dire, de ce côté-là. Et donc, il joue avec, et notamment avec cette question de la réforme de la retraite. Et vous aurez remarqué le petit coup politique qui s'est joué dès le début de cette nouvelle législature et qui a consisté à déposer du côté du Rassemblement national une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, qui va poser une question aussi au NFP, de savoir comment il va se positionner. Est-ce qu'il va voter cette initiative-là, sachant que sur le fond, il partage naturellement cette position ? William Tay. Alors, il y a deux points. Le premier, c'est que par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il y a deux lignes au Rassemblement national. Il y a celle du Nord, qui est davantage tournée vers les classes moyennes et les classes ouvrières. Et il y a celle du Sud qui parle davantage aux retraités. Notamment, c'est pour ça qu'ils font alliance avec Ciotti, qui est élu dans le Sud.
Et Ciotti n'est pas sur la même ligne, et donc tous les élus du coin ne sont pas sur la même ligne que les élus du Nord. Ciotti est davantage libéral, il avait porté une retraite à 65 ans, et une grande partie, en fait, comme une grande partie de l'électorat du Sud est très retraité, très âgé, c'est pas grave qu'on allonge l'âge de départ à la retraite. De toute façon, ils sont déjà à la retraite. Ils sont déjà à la retraite, donc c'est pas très grave que vous portez des efforts supplémentaires. Par contre, ceux du Nord et l'électorat de Marine Le Pen, le cœur électoral, je crois qu'elle fait 60% chez les ouvriers, 50% chez les employés, les catégories intermédiaires, etc. Là, eux, ils sont très attentifs sur cette question. Et ils demandent à Marine Le Pen une abrogation. Et elle a une difficulté stratégique. Est-ce qu'il faut parler au cœur électoral ou est-ce que potentiellement, il faut faire un revirement comme elle a fait sur l'euro pour pouvoir attirer un nouvel électorat potentiel qui vient plutôt de la droite, pour élargir son bloc électoral et casser ce plafond de verre. Actuellement, elle reste plutôt sur cette stratégie. En plus, ça permet de faire un coup politique parce que ça oblige le NFP à se positionner pour ou contre son idée. Parce qu'elle va dire très clairement lors de la niche parlementaire, moi je propose l'abrogation de la réforme des retraites, électeurs députés du Nouveau Front Populaire, votez avec moi. Et ils auront une difficulté stratégique qui est très forte. Est-ce qu'il faut accepter, au nom de la suppression de l'abrogation des réformes des retraites, soutenir un projet de loi déposé par le Rassemblement national? C'est la deuxième difficulté. Le troisième point qui est là, sur le point global, je pense en termes de difficulté, c'est en fait, pour arriver à l'élection présidentielle, quelle stratégie vous faites? Et là, dessus, on a un exemple notamment qui vient en Italie, c'est celui de Giorgia Meloni. On a vu progressivement que Giorgia Meloni tenait des positions qui étaient très sociales pendant la campagne électorale, et progressivement, elle s'est rapprochée et a séduit le milieu économique du nord de l'Italie. Est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella, n'utilisent pas Jordan Bardella et Ciotti pour séduire le milieu économique et les grandes entreprises dans l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir pour calmer les marchés financiers? Michel Noblecourt, sur la question des retraites. Alors, sur la question des retraites, je pense que le RN va avoir beaucoup de difficultés pour faire passer l'abrogation de la réforme des retraites dans sa niche parlementaire, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une proposition de loi, c'est l'article 40 de la Constitution, ne peut pas aboutir à une augmentation des charges de l'État. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc ça peut être déclaré irrecevable. Le deuxième point, c'est qu'il n'est pas du tout évident, à mon avis, que des députés du NFP, du Nouveau Populaire, votent avec le RN là-dessus. On a déjà entendu plusieurs voix, Sandrine Rousseau hier par exemple, disant qu'il était hors de question de voter avec le RN sur l'abrogation de la réforme et que plutôt utiliser l'arme du PLFSS, effectivement, celle qui a été utilisée pour faire passer la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc ça peut être là que va se jouer. Et puis le troisième obstacle, c'est que c'est un obstacle qui s'appelle le Sénat. C'est-à-dire que même si l'abrogation est votée par l'Assemblée nationale, ce qui ne me paraît pas du tout évident, eh bien, elle ne le sera jamais par le Sénat. Il faut que la loi repasse devant le Sénat, et le Sénat où le RN est quasiment inexistant, le NFP aussi, enfin la France Insoumise est également inexistante, ne votera jamais une abrogation de la réforme des retraites. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation du parti d'extrême droite aujourd'hui, qui participe donc aujourd'hui et demain à ces journées parlementaires avec des annonces sur une réorganisation du parti prévue demain, ce qui a été dit par Jordan Bardella il y a quelques minutes. On va maintenant s'intéresser à la situation politique à gauche, puisque le Nouveau Front Populaire est lui ce week-end à la fête de l'Humanité dans un contexte pour le moins explosif. On y retrouve Manuel Bompard, Olivier Faure, Marine Tondelier et Fabien Roussel qui participent tous les quatre à une table ronde, on la voit ici sur ces images, pour évoquer les défis à venir, mais aussi trouver des solutions face aux profondes divergences au sein de l'Alliance de gauche. On va regarder ce reportage signé Pierre Leduff et on en parle après. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, Marine Tondelier, secrétaire national des écologistes, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Les représentants des 4 formations du Nouveau Front Populaire, ensemble sur la scène de la fête de l'Humanité. Et pourtant, le grand rendez-vous de rentrée de la gauche se fait sous le signe des dissensions. 61% des électeurs de gauche pensent que le Nouveau Front Populaire va se désunir et disparaître. Balayant les désaccords et les tensions, le patron des communistes estime que c'est le système capitaliste qui cause les divisions. Tout est fait pour nous diviser, nous à gauche. Mais tout est fait pour opposer les Français entre eux. Tout est fait pour les opposer en fonction de leur lieu d'habitation, ceux des villes et ceux des campagnes, entre ceux qui habitent dans un pavillon et ceux qui sont dans un logement HLM, entre ceux qui sont blancs et ceux qui sont noirs, entre les religions. J'ai entendu des débats sur est-ce qu'on doit plutôt défendre la ruralité, les quartiers populaires. Je n'ai rien compris. À quel moment, à gauche, et c'est les écologistes, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire deux choses en même temps ?
Un sujet au cœur des conflits internes au nouveau Front populaire. François Ruffin a claqué la porte de la France insoumise pendant les législatives anticipées. Dans un livre publié mercredi, il reproche notamment à Jean-Luc Mélenchon d'avoir abandonné les zones pavillonnaires et les campagnes pour adopter une stratégie électorale communautariste. Quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon, en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Ça ne passait plus du tout. Il l'accuse aussi d'autoritarisme. Un parti où il y a de la peur, où il n'y a pas de place pour débattre, discuter, se contredire, échanger et dépasser les contradictions. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon s'est bien gardé de riposter. Bélir Nabli, on peut dire aujourd'hui que le nouveau Front populaire est dans la tourmente, c'est le cas? Franchement, non, je ne pense pas. Ils sont toujours confrontés à la même équation. Comment continuer à cultiver finalement une unité qui s'est cristallisée pour une élection particulière où il a fallu faire bloc et faire perdurer cette coalition. Et de l'autre, des partis qui existent de manière autonome, qui ont une identité propre, qui veulent aussi exister et continuer à exister individuellement. Donc c'est cette équation qui continue, qui pas facile, hein, mais qui représente aussi un défi pour cette gauche-là, avec un élément supplémentaire depuis ces élections législatives et la question de la formation d'un nouveau gouvernement, c'est l'incarnation de cette volonté pas forcément d'unité, mais en tout cas d'une coalition, dans la mesure où Lucie Castet a réussi à construire une image, une identité politique, alors qu'elle n'existait même pas il y a encore 5, 6, 7 semaines. Et elle a réussi ce coup de force. Et en ce sens, c'est une réussite pour le NFP, qui n'était pas incarné, qui se résumait précisément à des figures, à des partis différents, avec des stratégies différentes, avec des histoires différentes. Aujourd'hui, le NFP est incarné, donc c'est un élément supplémentaire. Et en même temps, effectivement, si vous voulez trouver des dissensions, vous en trouverez en réalité tout le temps, parce qu'il y a aussi en filigrane, et c'est le jeu de la vie politique, il y a aussi ce qu'on appelle des destins personnels qui se jouent. Vous avez cité le cas de M. Ruffin. Moi, je constate à titre personnel que sa sortie, ses déclarations, finalement, ont fait pchit d'une certaine manière. Il se retrouve plus isolé, plus marginalisé que jamais. William Tay, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur Lucie Castet. Quid de cette candidature malheureuse qui a été définitivement écartée? Ce ne sera pas elle la Première ministre, malgré tous les efforts du nouveau Front populaire pour la faire élire. Qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Est-ce qu'il y a des pistes évoquées? Il y a deux possibilités. Soit il l'utilise comme égérie en se disant que ça va être le porte-étendard parce qu'il y a la probabilité d'une nouvelle élection législative anticipée est très importante avec la déclaration de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'en cas de motion de censure adoptée par LNFP et le Rassemblement national, le gouvernement Barnier tombe. Et si par cas, de cette manière répétée, le président de la République n'aura d'autre choix que de dissoudre et de provoquer de nouvelles élections, dans ce cas-là, il la garde comme nouvel étendard et il la remette pour les prochaines élections, surtout si c'est dans un an. Est-ce que c'est très stratégique, étant donné qu'elle a déjà été écartée une première fois par Emmanuel Macron? La possibilité, je pense, qui est la plus probable, c'est que et Olivier Faure, et Mélenchon, et Tondelier, et Roussel s'en débarrassent gentiment et lui demandent de prendre la suite. Certes, ils peuvent la garder, mais elle ne sera plus la leader dans la mesure où chacun des partis a des intérêts qui sont complètement différents. Il ne faut pas oublier que le nouveau Front populaire, ça s'est même passé pour la NUPES en 2022, c'est des partis qui se sont coalisés pour prendre le pouvoir. Ce sont des partis qui sont solidaires, mais surtout qui sont concurrentiels. Chacun des partis essaie de jouer sa carte en vue de prendre le leadership au sein de ce bloc. Le PS l'a tenté avec Raphaël Glucksmann lors des dernières élections européennes et Jean-Luc Mélenchon essaie de le faire continuellement en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Donc en fait, vous avez un ensemble d'agendas qui fait que l'élection législative et la prochaine élection présidentielle se chevauchent, auxquels les insoumis, les socialistes essaient de tirer leur épingle du jeu pour prendre le leadership et que les écologistes et les communistes essayent de ne pas disparaître et de ne pas être engloutis par les deux forces dominantes du nouveau Front populaire et donc de mettre en avant et leurs propositions et leurs candidats et leurs têtes d'affiche. Et dans tout cela, il y a aussi la crise qui a éclaté ces dernières heures entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, qui se tirent vraiment à boulets rouges l'un contre l'autre. Michel Noblecourt, François Ruffin qui a publié un livre dans lequel il ne mâche pas ses mots à l'égard du chef de file de la France insoumise. On savait déjà qu'il y avait un désaccord politique de longue date. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui François Ruffin affirme et écrit publiquement dans un ouvrage accessible à tous, qui a été largement diffusé et présenté dans la sphère médiatique pour faire toutes ces griefs envers Jean-Luc Mélenchon?
Je pense que François Ruffin se prépare gentiment, tranquillement, à une candidature à l'élection présidentielle de 2027 contre Jean-Luc Mélenchon. Après, il faut bien rester prudent parce que les forces derrière François Ruffin sont faibles. Je veux dire, combien de divisions François Ruffin? Quelle chance a-t-il réellement? Je pense que ces chances sont faibles. Je dirais, elles sont presque aussi faibles que les chances de Lucie Castet d'être la nouvelle égérie du nouveau Front populaire. Je pense que Lucie Mais dans ce Castet, cas-là, pourquoi est-ce qu'il y va? c'est un feu de paille pour moi, Lucie Castet. On l'a présentée, elle a échoué. Maintenant, Lucie Castet, elle va gentiment s'effacer du paysage politique. Mais François Ruffin, il doit bien croire à ses chances s'il est en train... François Ruffin croit, mais ça fait longtemps que François Ruffin croit à ses chances. Et déjà, il avait proclamé qu'il était, dans une interview au Nouvel Observateur, il avait proclamé il y a quelques mois déjà qu'il était social-démocrate. Et social-démocrates, ce sont quand même les ennemis de Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas oublier qu'il a quitté en 2008 le Parti socialiste parce qu'il lui reprochait de devenir un parti social-démocrate, même C'est pire, une provocation, alors. un peu un parti démocrate comme le Parti démocrate américain. Donc, oui. Et donc, c'est vrai que le NFP tient pour l'instant. Le NFP tient, alors il donne l'image, effectivement. Mais il faut regarder au sein de chaque parti. Et au sein du Parti socialiste, les divisions sont fortes parce qu'il y a quand même beaucoup de responsables qui reprochent à Olivier Faure d'avoir fait capoter la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon. Et donc ça va laisser des traces. Donc d'ici au prochain congrès qui doit avoir lieu au début de l'année 2025, il va y avoir effectivement un certain nombre de divisions. Alors après, justement à ce moment-là qu'on verra si le NFP tient toujours. Bélir Nabli, Olivier Faure, vraiment source de discorde aujourd'hui au sein à la fois du PS mais aussi de la totalité du nouveau Front populaire? Non, c'est plus une affaire propre au Parti socialiste et qui, lui, en tant qu'entité politique, confronté effectivement à une confrontation entre deux blocs quasi égaux. Et c'est une équation extrêmement délicate pour Olivier Faure. Il s'en tire assez bien pour l'instant. Il fait preuve d'une certaine habileté, mais qui ne suffira pas à lever l'hypothèque idéologique parce que la question est vraiment de fond. Il y a deux lignes opposés qui s'affrontent au sein du Parti socialiste. Là où je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, c'est que la comparaison entre Ruffin et Lucie Castet, ils n'ont pas la même dynamique. Ruffin se marginalise de plus en plus, alors même qu'il a un objectif consiste par définition à rassembler en vue d'une élection présidentielle. Mais alors, il a quitté le LFI, puis avec ses sorties successives, on voit bien que ça n'enclenche pas de dynamique, bien au contraire, il se marginalise, alors que Lucie Castet, elle, vraiment, n'existait pas il y a 6-7 semaines et a réussi finalement un coup de force médiatique dans la mesure où elle est... Il n'y a pas de dynamique Lucie Castet, quand même. Elle est née en plein Jeux Olympiques. C'était très difficile d'apparaître et de naître pendant les Jeux Olympiques. Elle est quand même inconnue pour la grande majorité des Français. En fait, ce que j'ai à l'esprit, c'est un sondage, une enquête d'opinion qui est sortie il y a quelques jours sur les personnalités à gauche. Elle arrive deuxième. Elle arrive deuxième derrière je ne sais plus qui, mais elle est deuxième. Donc, elle existe. Elle n'existait pas. Elle existe. Et surtout, il y a une volonté. Au sein de l'électorat de gauche de voir cette dynamique d'unité exister. Alors, on n'y croit pas forcément au sein de cet électorat parce que tout le monde a conscience des dissensions, mais il y a une volonté. Et dès lors que cette volonté est incarnée, ce qui est une nouveauté par rapport à cela, eh bien, elle a une légitimité. En fait, sa légitimité, elle ne l'attire pas seulement de la volonté des chefs de parti d'avoir quelqu'un qui incarne le NFP. Il y a également, et surtout, je dirais même, un électorat de gauche qui veut que cette unité soit incarnée. Alors, maintenant qu'on a fait le constat des nombreuses divergences au sein du nouveau Front populaire, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution, William Tech? Comment est-ce que ce nouveau Front populaire peut rester uni? Qu'est-ce qui peut se dégager de cette table ronde, de cette réunion du NFP au cours du week-end? Moi, je pense que le nouveau Front populaire restera uni au moins jusqu'à l'année prochaine. C'est-à-dire que, en fait, on parle souvent des divisions, mais comme ça a été dit précédemment, c'est des divisions au sein de chacun des partis. C'est-à-dire c'est Ruffin versus Mélenchon, même si Ruffin n'est plus à la France insoumise, parce que Ruffin propose oui, mais malgré tout, ça fait désordre sur le message d'unité qui est prôné. Ça tue le message d'unité. Mais les quatre leaders, donc Tondelier, Roussel, Mélenchon et Faure, resteront unis. Tout simplement parce qu'ils ont des intérêts électoraux qui sont très forts. C'est-à-dire que si dans un an on repart, j'invite les gens à regarder la circonscription d'Olivier Faure. C'est-à-dire que aux dernières élections européennes, les Insoumis ont fait 2 fois plus que Glucksmann, alors que c'est sa même circonscription. Donc il ne peut pas être réélu
sans les Insoumis. De la même manière, une grande partie des écologistes ne peuvent pas être réélus sans les Insoumis, et les Insoumis ont besoin du Parti socialiste pour pouvoir être élus également. Donc chacun se tient et chacun est solidaire face à la prochaine élection. Surtout s'ils partent divisés, ils vont finir complètement balayés, ils vont finir troisième dans la plupart des circonscriptions. Le deuxième paramètre que je vois, qui est très important pour l'unité du Front populaire, c'est la nomination de Barnier. Ça va être très simple pour eux, sur l'ensemble des thématiques que va développer Barnier, de taper sur Barnier. Sur l'économie, ils sont à l'inverse de ce qu'on propose Barnier. Sur l'immigration, ils sont à l'inverse de ce qu'on propose Barnier. De la même manière, sur l'écologie, etc., ils vont être aux antipodes du programme de Barnier, donc ils vont être unis dans leur opposition au nouveau Premier ministre, et surtout qu'on annonce un gouvernement où il y a de plus en plus de LR. Les LR sont quand même aux antipodes du Front populaire en termes de programme économique, etc. Et le troisième point que je vois qui va être très intéressant, c'est qu'ils se disent que la dernière fois, ils sont partis divisés. Ça les a tués électoralement dans la mesure où les Français, de gauche notamment, ont vu les divisions de la NUPES et que, comme ça a été dit, la montée de Lucie Castet, etc., montre que le peuple de gauche veut l'unité du nouveau Front populaire, qu'importe les divisions et qu'importe les choix programmatiques de chacun. Vous parlez d'unité, justement, Marine Tondelier, la chef de file des écologistes, cet après-midi a affirmé qu'il fallait une candidature unique pour 2027. Michel Noblecourt, c'est ça la solution ? C'est plutôt un rêve qu'une solution, parce que honnêtement, je n'y crois pas du tout. Pour quelle raison ? Parce que les divergences sont trop importantes. Si on regarde, le programme d'une ENFP a été bricolé rapidement en mettant quelques points sur lesquels ils se retrouvaient tous. Mais si on creuse un peu, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu un échec de la NUPES avant, et que la NUPES a éclaté à cause des divisions entre les différents partis. Notamment, si on prend déjà le volet politique international, ils sont en accord sur rien. Donc, je ne crois pas du tout à une candidature unique de la gauche. Et moi, j'observe déjà, bon, alors c'est des petites choses, vous me direz, mais bon, que là, face à Michel Barnier, bon, ils sont tous contre Michel Barnier, ils ont annoncé qu'ils allaient déposer une motion de censure qui n'aboutira pas parce qu'ils sont que 190 députés, donc elle ne passera pas. Mais Fabien Roussel va rencontrer Michel Barnier. Marine Tondelier va rencontrer Michel Barnier. Ce que ne feront pas Olivier Faure et la France Insoumise. La France Insoumise n'a Manuel pas été... Bompard. Manuel Bompard. N'a pas Qu'est-ce été... qui peut ressortir de ces entretiens ? Rien, il ne ressortira rien. Mais on faut bien qu'ils acceptent quand même un dialogue. Donc il y a une division là-dessus. Mais là aussi, donc encore une fois, division avec une partie des partis de gauche qui acceptent la discussion, l'autre partie qui n'accepte pas. Ça aussi, ça fait des ordres. Mais Marine Tondelier, parce qu'ils ne vont pas pour demander à rentrer au gouvernement, bien évidemment. Mais Marine Tondelier a dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'il fallait qu'il soit prêt à amender les textes de Michel Barnier, dont, entre parenthèses, on ne connaît toujours pas le programme pour l'instant. Moi, je ne connais pas le programme de Michel Barnier. Je vois qu'il est en train de choisir des ministres qui, effectivement, viennent pour l'instant beaucoup de la droite, alors que la droite à l'Assemblée nationale, c'est 47 députés. Donc, ça serait quand même assez étrange qu'on ait un gouvernement massivement dominé par le LR, qui est quand même le plus petit parti, pratiquement, de l'Assemblée nationale. Et donc, on attend le programme de Michel Barnier. Mais il ne sera pas de gauche. Vous avez raison, on ne connaît pas le programme de Michel Barnier, mais en même temps, il a quand même déclaré lors des journées parlementaires LR que le programme législatif des LR représenterait la base de l'action gouvernementale. Il l'a dit, il l'a déclaré officiellement, publiquement, ce qui est une déclaration extrêmement forte et qui en même temps fait écho à l'incongruité que vous avez soulignée indirectement, à savoir que LR, en même temps, représente le 5e groupe parlementaire, donc un groupe très minoritaire, que ce programme, le programme LR, a été soumis aux Français d'une certaine manière lors des législatives et qu'il a été largement rejeté. Bref, il y a cette question de la légitimité, de l'assise démocratique. Et que la majorité de Michel Barnier, enfin la majorité entre guillemets, parce qu'il ne l'aura pas, elle tient principalement à Ensemble pour la République, à l'ancienne majorité macroniste. Donc, il ne peut pas imposer complètement un programme LR à une majorité. On voit déjà qu'il y en a quelques-uns qui commencent à rechigner un petit peu par rapport à certaines déclarations du Premier ministre. William Tay. Dessus, en fait, Barnier n'a pas trop le choix parce que il est sous la menace du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un programme suffisamment à droite pour que le Rassemblement national ne censure pas. Dans le même temps, le barycentre de sa majorité est davantage au centre droit plutôt qu'à la droite, très à droite. Mais la suspension et la menace constante
de Marine Le Pen de censurer en disant s'il y a une hausse d'impôts, je censure, s'il y a un programme qui est trop en faveur des flux migratoires, je censure, etc., oblige Barnier à droitiser son discours et à revenir au Barnier qu'on avait connu en 2021 lorsqu'il était candidat à la primaire des Républicains. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre que je vois, c'est qu'en fait, LR a un avantage de poids, même s'ils sont très faibles électoralement. En fait, ils sont au barycentre de si par cas vous faites une coalition allant du RN à Ensemble pour la République, c'est-à-dire qu'ils sont pile au milieu, c'est-à-dire c'est eux qui font la jonction entre les deux en termes programmatiques, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sécuritaire et sur le plan immigration. Là où ça donne une clé pour le nouveau Front populaire, c'est que les positions de LR sont les plus antagonistes avec celles du nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'autant il y a des jonctions entre le RN et le nouveau Front populaire sur les questions économiques, notamment sur la réforme des retraites, mais le programme de LR, qu'est-ce que c'est ? Baisse des dépenses publiques, baisse des impôts, augmentation des budgets de sécurité, fermeture des flux migratoires, on l'a vu lors de la dernière loi Asile-Immigration, qui était notamment portée par Bruno Retailleau lors de la commission mixte paritaire. Et sous tout cet totem-là, le nouveau Front populaire votera contre. Et donc, ça leur permet un sentiment d'unité. Ça n'empêche pas chacun de jouer sa propre partition en disant il vaut mieux l'amender comme un social-démocrate plutôt que de faire l'opposition forte. C'est l'histoire des deux gauches. Ça, on a connu ça depuis le congrès de Tours. C'est la gauche radicale contre la gauche social-démocrate. La gauche social-démocrate cherchera à amender sur le fond. La gauche radicale cherchera à s'opposer, à manifester dans la rue. Bélir Nabli, vous aurez le mot de la fin. C'est trop. Juste pour dire que, en réalité, l'un des enjeux du gouvernement à venir, c'est de savoir s'il réussira à formaliser, cristalliser finalement l'union des droites que beaucoup espèrent à droite, avec finalement un gouvernement formellement, organiquement composé de LR et de macronistes, mais avec le soutien de facto du Rassemblement national, auquel cas, et paradoxalement, Éric Zemmour aurait eu, lui, le dernier mot, malgré des défaites politiques et électorales successives. Merci beaucoup, merci à tous les trois.